It's turning. Eh bien bonjour à tous, alors comme vous le savez, je sais pas, enfin vous savez, peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a très peu de temps, on est passé dans un nouveau cycle qu'on appelle 2025. Donc tout d'abord une bonne année à tous, une bonne année Thibaut. Merci, toi aussi. Et donc qui dit nouvelle année dit nouvelle prévision pour le marché de l'automobile. Vous aviez beaucoup apprécié notre vidéo qu'on avait fait l'année dernière sur le marché 2024. Et vu que nous, on cherche uniquement à faire des choses qui marchent et que dès qu'on parle d'oseille, ça vous intéresse, on s'est dit qu'on allait faire la version 2025 où on va donner un petit peu notre avis et nos prévisions sur le marché 2025. Ah oui, il y a que l'oseille qui vous intéresse de toute façon. Bah nous aussi. Déjà, première des choses, il est possible, voilà, full disclaimer, qu'il y ait quelques redondances avec la vidéo de l'année dernière. Bah oui, bien entendu, parce qu'il s'est passé qu'un an, et en un an, le marché n'a pas forcément le temps de muter totalement, de totalement changer du tout au tout. Donc, effectivement, il y a certaines valeurs d'investissement qu'on va vous conseiller qui seront peut-être les mêmes que l'année dernière. C'est pas grave, il y en aura d'autres, il y en aura qui ont sauté, et on va vous donner certaines confirmations. Alors, on va commencer déjà par vous donner les confirmations par rapport au marché de l'année dernière. L'année dernière, on vous avait parlé des valeurs montantes, alors qui sont des valeurs hautes déjà, parce que c'est une vidéo dans laquelle on va s'adresser à un peu tout le monde. On va parler de voitures pas chères, on va parler de voitures chères. Et l'année dernière, on vous avait parlé notamment de Ferrari. Alors, je vous avais donné mon avis sur les Ferrari en vous disant que selon moi, la plus grosse valeur montante chez Ferrari serait la 458. Et bien vous savez quoi ? J'ai eu raison, effectivement les 458 ont totalement explosé le marché. Elles ont pris peut-être 20-30% à peu près. Ouais, c'est ça, un bon 20%, ouais. Un bon 20%, ce qui est colossal en un an pour une voiture. Donc je vous l'avais dit, vous en avez pas acheté, vous avez été con, moi aussi, il aurait fallu en acheter. Il aurait fallu en acheter même il y a un peu plus de temps que ça. Mais c'est vrai qu'on a vu des véhicules qui ont... Nous, la dernière en date qu'on a vendue, c'était il y a maintenant 3 ans. Si je dis pas de c'est bêtises. ça, pas loin. Il y a 3 ans, c'était un véhicule, c'était une des plus kilométrées de France. Elle avait 60 000 km et on l'a vendue 135 000 € aux environs à peu près. Ouais. Si je dis pas de bêtises, cette même voiture est à vendre aujourd'hui avec peut-être 10 000 km de plus ou 15 000 km de plus. Et... On est passé de 130 à 160 assez facilement, ouais. Ouais, c'est ça qui est dingue, c'est que même si on n'est pas arrivé à 200 000, je veux dire prendre 30 000 € pour une voiture qui a pris 10 000 km et surtout une Ferrari, parce que 10 000 km dans la vie d'une Ferrari c'est quand même énorme. C'est quand même assez bluffant, donc bravo les 458 et surtout bravo à ceux qui ont acheté ces 458 là. Alors pour rester chez Ferrari, Thibaut nous avait donné une idée très intelligente l'année dernière qui était d'acheter des 550 Maranello. Ouais. Ça aussi, bon évidemment V12, Atmo, boîte méca, bon ça coche absolument toutes les cases pour être une cote montante. Donc ça c'est clair que ça a pas loupé, ça prend tranquillement 5-10% par année. L'année dernière, on vous a aussi parlé de la Ferrari 355 dans toutes ses déclinaisons possibles, qu'elles soient en berlinette, en GTS, en Spider. Bien entendu, à condition uniquement d'être en boîte manuelle, parce que toutes les boîtes F1 qui ont été pourtant très prisées pendant des années, aujourd'hui c'est à bannir totalement parce que, disons les choses très clairement, la boîte F1 est une énorme merde. Mais c'est de la merde! Alors que la boîte manuelle là-dessus est absolument phénoménale, extrêmement agréable et donne surtout vraiment tout le charme et toute la sensation de conduite des Ferrari des années 80-90 qui est l'âge d'or selon moi. Ça n'engage que moi, mais selon moi, l'âge d'or de Ferrari en termes de sensation. Alors, pas en termes de finition. L'âge d'or en termes de finition, je sais pas, il a pas encore commencé. Si, ça y est, il commence là. Ça a un peu mieux, mais bon, c'est quand tu vois les Monza SP1 SP2, c'est toujours pas la panacée. Mais voilà, en termes pour moi d'expérience de conduite, on va dire de ratio entre plaisir de conduite, sensation et en même temps assistance, et tout ça, pour moi, l'âge d'or, c'est les années 80, fin des années 80 jusqu'au début des années 2000, où là, on a vraiment quelque chose de fabuleux. Et la boîte mécanique avec sa grille en H est extraordinaire, donc c'est une valeur montante. Alors comme on le disait, les 355, elles ont bien monté ces dernières années. Cette année, c'est resté un petit peu plus stable, on est sur une cote
fixe, mais ça reste un très bon investissement, un très bon placement, et ceux qui les avaient achetés il y a 3-4 ans, déjà a priori ont fait de belles plus-values. On vous parlait aussi de Renault Sport. Alors Renault Sport, pareil, c'est des voitures qui se maintiennent très bien en cote et qui, je pense, vont encore continuer de grimper. Je pense notamment aux Mégane 2 RS qui sont des voitures très accessibles puisqu'on les touche aux alentours des, entre 7 et 10 000 euros, peut-être 12 000 pour les plus beaux exemplaires. Mais ce sont des voitures qui sont pas chères, qui sont extrêmement fun, qui ont un châssis fabuleux et qui sont véritablement des voitures amenées à prendre de la valeur parce qu'elles ont une véritable valeur ajoutée sur le marché aujourd'hui qui est leur capacité à vous faire plaisir sur la route. Renault est réputé auprès de tous les passionnés automobiles pour avoir des châssis exceptionnels et c'est absolument vrai. Ils ont le bon goût de faire des moteurs qui sont à la fois fiables et efficients, mais en revanche en termes de châssis c'est absolument phénoménal. Donc tout ce qui est Clio RS, Renault Mégane, etc. Clio Williams, hein, Clio Williams, ça on n'en parle même pas, mais bon, là on est déjà sur des prix très élevés qui peuvent continuer à monter. Ça peut continuer à monter. Ça va, 25 000 euros, ça reste des prix accessibles. Pour s'acheter un petit morceau d'histoire. J'ai reçu beaucoup de commentaires, d'ailleurs je voulais vous remercier tous pour tous les commentaires que vous nous adressez, même s'ils ne sont pas tous très sympathiques, mais en tout cas vous êtes très nombreux à commenter nos vidéos, à donner soit votre avis sur ce qu'on fait, soit nous demander le nôtre par rapport à vos prochains achats ou aux achats que vous venez de faire. On vous en remercie, on se donne beaucoup de mal pour répondre à tout le monde. Ça nous fait très plaisir d'avoir cet échange-là avec vous. Et vous êtes nombreux à m'avoir demandé ce qu'on pensait en termes d'investissement pour les Maserati. Donc que ce soit les 4 litres 2, les 3 litres 2 ou les grands cabs, etc. Alors, nous Maserati, c'est pas une marque qu'on apprécie tellement pour une raison qui est très simple, c'est qu'étant donné qu'on vend des voitures, on n'aime pas trop avoir de SAV sur les voitures qu'on vend. Donc Maserati, on a tendance à éviter parce qu'on sait qu'on peut vite avoir des problèmes avec ces voitures. Par contre, c'est quand même une marque qui a marqué l'histoire et qui reste une vraie marque de passionnés et qu'on porte dans notre cœur par rapport au design, parce que... Tu portes dans ton cœur. Non mais attends, les boomerangs d'une 3002, ça fait rêver. Ouais, le seul problème du boomerang, c'est que quand tu l'envoies long, il revient. C'est clair. Mais voilà, non mais... En fait, c'est ça, c'est une belle image, c'est-à-dire que le mécanicien, il finit la 3 litres 2, il la envoie et paf, elle finit toujours par revenir. C'est un peu le problème. Non mais sois honnête. Alors, moi je vais être parfaitement honnête. En design, termes de design, moi personnellement, je n'aime pas les 4002, je n'aime pas les 3002. J'aime bien les Gran Turismo que je trouve belles, les grands cabrios, j'aime bien, je trouve que l'avant est cool, la grille est cool. Même les quattroportées, elles ont de la gueule. Ouais, faut le dire vite. Pour moi, le problème de Maserati, c'est pas, ils ont pas un problème, ils ont plein de problèmes. Déjà, je trouve qu'ils se sont un peu reposés sur leur laurier, ils ont rien sorti de nouveau pendant des années. C'est un problème d'argent. Hein, Oui, bah moi aussi j'ai problème d'argent. Je fais chez tout le monde. Ils ont passé des années à faire exactement la même chose en sortant des petits facelifts de merde. Bon, bref, passons, admettons ça, ok, problème pour le développement. Moi, ce qui me dérange chez Maserati, principalement déjà, c'est qu'à conduire, je trouve que c'est un petit peu sans intérêt. La sonorité est fabuleuse. En termes de sonorité, on est peut-être sur une des plus belles sonorités du marché. Là-dessus, on s'entend. Maintenant, en termes de plaisir de conduite, ça marche pas particulièrement. En termes de châssis, c'est quand même pas la folie. C'est d'une fiabilité catastrophiquissime, qui est un mot que je viens d'inventer et qui pourtant définit très bien Maserati. Moi, ce qui me pose véritablement problème, parce que bon, au final, on n'est quand même pas là pour donner nos goûts personnels, mais pour parler d'investissement. La raison pour laquelle je crois assez peu à Maserati en termes d'investissement, parce qu'aujourd'hui, ce sont des voitures qui sont très abordables. Je veux dire, une 3002 ou une 4002, aujourd'hui, c'est des voitures qui se touchent aux alentours des 20-25 000 euros. Franchement, pour un V8 italien avec une aussi belle sonorité, c'est quand même pas cher payé. Maintenant, moi, la raison pour laquelle j'ai du mal à parier sur ces autos-là, pour des voitures de ce type de budget, je pense que les gens cherchent des voitures... En fait, les voitures qui prennent de la cote sont les voitures que les gens recherchent, et les gens recherchent des voitures qui sont utilisables et qui ne vont pas leur poser trop de problèmes. Or, Maserati, non seulement c'est peu fiable, mais en plus de ça, on a une qualité d'exécution qui est
plus que médiocre. Vous avez tous les plastiques qui finissent par coller, les cuirs qui commencent à se rétracter, donc c'est des voitures qui vieillissent extrêmement mal. Et pour moi, c'est pour ça que les gens, ça les gonfle et qu'au final, c'est des voitures qui ne vont pas être amenées à prendre de la valeur, parce que pour les garder dans un bel état, tant mécanique qu'esthétique, il faut mettre une tonne d'oseille dedans, et quand on fout 30 000 balles dans une voiture, eh ben on n'a pas la même somme à foutre annuellement dedans pour la maintenir en état. Donc, pour moi, et ça n'engage que moi, et j'espère toi aussi parce que sinon c'est la fin de notre amitié, pour moi, ce sont des voitures qui ne sont pas amenées à prendre de la valeur parce que source de trop de problèmes. Évidemment que la fiabilité, c'est un point crucial sur les voitures de collection et les Youngtimers, et que c'est la raison pour laquelle les gens investissent dans telle ou telle marque, et c'est évidemment incontournablement ce qui explique le succès de Porsche et des plus grandes marques allemandes, pour ne citer que Mercedes et BM. Alors, avec une certaine nuance à apporter à ça, parce que pour moi, la fiabilité n'est un facteur que jusqu'à un certain prix. Prenez l'exemple de Ferrari, qui en termes de fiabilité est probablement tout aussi catastrophique que sa petite cousine Maserati. C'est des grosses merdes de fiabilité, mais c'est des voitures qui maintiennent la cote parce qu'elles sont exceptionnelles pour tout un tas de raisons, et ce sont des voitures qui sont dans des budgets bien au-delà. Quelqu'un qui va avoir 100, 120, 150, 200 000 euros à mettre dans une voiture, ça va pas lui poser problème de foutre 10 000 ou 15 000 balles par an pour entretenir sa voiture. Oui, mais la différence, c'est qu'on voit très bien quand on consulte le marché de l'occasion que les Ferrari n'ont pas du tout les mêmes kilométrages à années équivalentes que les Porsche. Bien sûr. Et c'est très révélateur de l'utilisation de ces gens dans ces voitures. Mais ce que je veux dire, c'est que on voit plein de 911 avec des kilométrages supérieurs à 200 000 km. Tout à fait. Maintenant, je pense que la fiabilité n'est pas un critère. C'est un certain prix. Au-delà de 80-90 000 euros, la fiabilité n'est pas véritablement un critère pour voir si la voiture va prendre de la valeur ou non. En dessous de ces budgets-là, il faut que la voiture soit fiable parce que les passionnés comme nous qui n'ont pas forcément les moyens de mettre des sommes colossales dans leur voiture, eh ben ils n'ont pas envie d'être emmerdés à chaque fois qu'ils veulent rouler avec et ils ont envie d'avoir une voiture qui soit un minimum fiable. Maintenant, pour ce qui est du marché en 2025, on va tout de suite mettre de côté l'évidence. Porsche. Porsche, voilà. On a notre transition, hein. On a notre transition. Porsche, c'est très simple, c'est fiable, cool à rouler, pas très cher à entretenir, pas très cher à rouler. Et polyvalent. Et polyvalent. Donc, c'est des super valeurs d'investissement ou de placement tout simplement parce que quand on met de l'argent dans une Porsche, et on a un client qui nous l'a dit pas plus tard que la semaine dernière, quand on met de l'argent dans une Porsche, soit on en gagne, soit on n'en perd pas. Sauf accident, mais c'est rare de perdre de l'argent avec une Porsche. On apporte une nuance à ça avec une 911. Mais merci pour ma transition. Comme vous le savez tous certainement, parce que vous êtes tous férus d'automobile comme nous et que vous passez vous aussi toutes vos soirées à regarder les émissions de votre femme en étant sur le bon coin à regarder les annonces, vous savez aussi bien que nous que les Porsche Cayenne, les Porsche Macan, les Porsche Panamera, enfin bref, toutes les Porsche qui ne sont pas des 911, elles ont une cote qui fond comme neige au soleil. Maintenant, enfin, exception avec les Boxster et Cayman, mais oui, on a bien exception des Boxster et des Cayman. Maintenant, on va apporter une nuance à cela. Les Porsche, prenons l'exemple du Porsche Cayenne. Le Porsche Cayenne, c'était une catastrophe. Pour tout vous dire, il n'y a pas longtemps, on a repris une 997 GTS dont on a la facture d'achat. C'est une auto qui avait été achetée par son premier propriétaire à 105 000 €, ce qui était à peu près le prix d'un Porsche Cayenne à l'époque, bien optionné tout du moins. Ouais. Aujourd'hui, à kilométrage équivalent, vous avez une 997 GTS qu'on a affiché d'ailleurs ce matin même à 99 900 €, donc soit 5 000 € de dépréciation en 50 000 km et en un peu plus de 10 ans, presque 15 ans. Si vous aviez fait le même jour l'achat d'un Porsche Cayenne sur lequel vous aviez mis 50 000 km, c'est un véhicule qui aujourd'hui coûterait grand maximum, je pense, 45 000 €. Parce que, uniquement parce que c'est rare de trouver un Porsche Cayenne qui a 50 000 bornes de cette année-là. Maintenant, un Porsche Cayenne de cette génération-là, c'est pas difficile d'en trouver un à 15 000 €. Donc les Cayennes, en fait, là où c'est particulier, c'est que c'est des voitures qui ont perdu énormément de cote à une vitesse absolument fabuleuse.
Donc les premières phases des Cayenne se trouvaient, voilà, pour les V8 Atmo, on les trouvait, on pouvait les toucher à 10 000 balles. Et sauf que maintenant, vu que ça reste quand même des voitures assez cool, bien que peu fiables, ça reste des voitures qui sont quand même très cool, parce que pour 10 000 balles, vous avez un SUV beau, hyper confortable, super équipé, avec un gros V8, hyper plaisant. Donc forcément, ça suscite de l'intérêt, et donc tout ce qui suscite de l'intérêt suscite des achats, tout ce qui suscite des achats augmente le marché, tout ce qui augmente le marché. Bon, si vous voyez des faux raccords absolument partout sur cette vidéo, c'est parfaitement normal, c'est qu'on galère. Donc les Cayenne, je pense, sont des voitures qui sont amenées à prendre un peu de valeur. Alors vous attendez pas à faire fortune en achetant des vieux Cayenne, c'est clairement pas un truc où vous allez faire un x10, mais les Cayenne qu'on achète 10 000 € aujourd'hui, je pense potentiellement dans 2-3 ans pourront en valoir peut-être 15, 16, parce que voilà, ce qui est vraiment pas mal hein, d'ailleurs, parce que là vous faites 30% de plus-value, c'est très beau, mais voilà, je pense que c'est des voitures qui sont cool, et en fait aujourd'hui les voitures sont de plus en plus chères, donc c'est des voitures qui vont forcément intéresser de plus en plus de monde. Autre chose par rapport au Porsche et à la cote, c'est les Macan. Alors les Macan, comme tous les SUV, ont une cote qui chute. Maintenant les Macan, par rapport aux autres SUV de cette gamme-là, se maintiennent hyper bien. Et je pense que ça peut être le moment intéressant pour acheter les toutes premières versions des Macan, les V6, les Macan S, soit en diesel, soit en essence. Alors bon, forcément les essences peut-être ont plus d'avenir que les diesels au vu des normes qui nous sont pondues toutes les 20 minutes par notre gouvernement. Mais je pense que ce sont des voitures qui sont amenées à prendre de la valeur parce que c'est des voitures qui sont tellement cool et tellement polyvalentes que forcément elles trouveront preneur, et que comme tout ce qui trouve preneur, ça prend de la cote. Comme je l'avais dit précédemment l'année dernière, comme on le disait, les Twingo 1, c'est sûr. Alors encore une fois, vous attendez pas à faire des millions d'euros en achetant des Twingo, quoique si vous en achetez 70 000 peut-être. Mais les Twingo aujourd'hui, c'est des bagnoles qui se vendent 1000 balles, 2000 balles. Et on commence à en voir passer sur le bon coin des mecs qui les mettent à 6, 7, 8 parce qu'elles ont peu de bornes, qu'elles sont en très bel état, qu'elles sont bien configurées. Donc les Twingo, je pense que vraiment les Twingo première génération, hein, pas les Twingo 2 et les Twingo 3, mais les Twingo première génération, je suis convaincu que ce sont des voitures qui vont être amenées à prendre de la valeur. Surtout que c'est des très bons daily. Et que si vous avez besoin d'une petite voiture... C'est même pas des très bons daily, c'est des très bonnes voitures. C'est le meilleur daily. C'est le meilleur daily, c'est extrêmement fiable, ça ne consomme rien, c'est rigolo comme tout, c'est sympa à rouler, c'est très agréable à vivre à l'intérieur. Tu mets autant de choses que dans un Kangoo alors que c'est tout petit. C'est vraiment, c'est des voitures qui sont dément. Et ici, on s'adresse à tout le monde, on s'adresse aux gens qui ont les moyens d'acheter des voitures très chères, comme on s'adresse aux jeunes et aux étudiants qui se lancent dans la passion automobile. Si vous vous lancez dans la passion automobile, que vous cherchez un premier investissement à faire, la Twingo, ça me semble parfait pour vous. C'est fun, hyper utilisable, ça va pas vous ruiner ni à l'achat, ni à l'entretien, ni à quoi que ce soit. Et je suis convaincu que ce sont des voitures qui vont être amenées à prendre de la valeur. De la même manière, on vous avait parlé des BMW. Alors les E30 sont aujourd'hui déjà pratiquement intouchables, hein. Ce sont des voitures qui ont pris une cote folle ces dernières années. Mais on pense, et on est même convaincu que les E36 et les E46 sont les prochaines sur la corde à linge finalement. Parce que ce sont des voitures qui réunissent tout ce qui fait qu'on pense que les Youngtimers sont de bons placements. Ce sont des voitures qui ont du charme, ce sont des voitures qui sont cool à rouler, qui sont facilement réparables parce qu'il n'y a pas, c'est pas blindé d'électronique, encore que ça commence un petit peu sur les E46. Un petit peu, ouais. Qui ont des belles motorisations nobles et qui sont en plus assez atemporelles et en même temps très marquées dans une période. Et comme je vous l'ai dit de nombreuses fois sur nos vidéos, pour moi les véhicules qui prennent de la valeur sont des véhicules qui sont marqués dans leur temps. Et les E46 et les E36 encore plus sont des voitures, quand vous les voyez à cette époque-là, vous voyez les clips de rap que vous regardiez à cette époque-là, et ça donne une certaine nostalgie, et c'est la nostalgie qui pousse à acheter les voitures, du moins j'en suis convaincu. Ah bah les Youngtimers, c'est certain, ouais. Voilà, c'est tout, les Youngtimers, c'est on achète la voiture qu'avait son grand-père, la voiture qu'on a vue dans tel ou tel film. Qui nous a fait rêver quand on était petit. Qui nous a fait rêver quand on était petit, ou alors qui tout simplement nous rappelle les souvenirs parce qu'on a été trimballé dans une voiture comme ça quand on était gamin.